Salut la team rentable, t'es dans Business en bagnole, le podcast des finances et de l'investissement, l'entrepreneuriat, l'investissement, les cryptos, tout ça, quoi, tout ce qui nous intéresse. Bon, si t'es là sur YouTube, il n'y a pas d'image, c'est normal, c'est un podcast. Si tu es là sur toutes les plateformes de podcast, les Spotify, etc., bienvenue à toi. On est en bagnole, on discute d'investissement, de finances. Aujourd'hui, on va s'intéresser à tout un tas de choses sur les croyances limitantes et notamment sur les façons d'aller plus loin pour ces investissements. C'est parti! On est en voiture, on parle de business, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de management, de mindset. Mets ta ceinture, assis-toi, détends-toi. Business en bagnole. Et aussi, tiens, juste avant qu'on commence, il y a un truc que je veux te partager qui a complètement changé ma vie sur YouTube. Alors, c'est pas sponsorisé, je gagne pas d'argent à te dire ça, j'en ai rien à taper. Et c'est juste que je te le partage parce que voilà, YouTube Premium a changé ma vie. C'est-à-dire que je pensais que quand tu prenais YouTube Premium, t'avais juste plus les pubs. Bon, ce qui est déjà bien parce que je sais pas toi, mais moi je peux plus blairer là, les mecs. Hey, salut, c'est Jean-Kevin. Et dis-moi, tu veux être millionnaire avec l'immobilier et te taper des segs sur la plage pendant 4 heures? Pas de problème. En 15 jours et ma formation à 997 €, tu pourras devenir le meilleur Monopoly du monde et tu seras le plus fort. Oh, hey, salut, c'est Jean-Claude. Hey, ça te dirait de faire du dropshipping sur Amazon? Putain, ouais, je peux plus. Donc, déjà, ça t'enlève les pubs. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, moi, sur mes vidéos, il n'y a pas trop de pubs, mais de façon générale, c'est cool. Donc, plus de pubs. Mais surtout, la fonction dont je veux te parler, parce que je suis pas là pour te vendre YouTube Premium dans ce podcast, c'est que, et je t'en parle parce que justement, ça marche avec les podcasts. Une fois que tu as YouTube Premium, tu peux verrouiller ton téléphone et ça continue à lire la vidéo. Ou là, dans mon exemple, le podcast. Mais pour les vidéos aussi, c'est trop bien. Parce que combien il y a de vidéos, et notamment les miennes, qu'on peut regarder sans l'image, tu vois, avec juste le son. Et quand t'as YouTube normal, t'as vu, c'est trop chiant, là t'es là, faut mettre dans ta poche, ça la coupe, ça l'éteint, ça baisse le son, c'est relou. Et bien quand t'as Premium, boum, tu verrouilles et ça continue comme un podcast en fait. Toutes les vidéos peuvent se transformer en podcast. Donc ça c'est super bien et donc ça me permet de penser à te le dire, étant donné que là en plus il n'y a pas d'image si t'es sur YouTube. Voilà, donc ça c'est très pratique et en plus tu peux télécharger les trucs pour les écouter plus tard. Genre quand t'es dans l'avion c'est pratique, moi aussi je m'en sers. Parce que t'as pas de réseau souvent ou t'as un réseau de merde. Bref, ça c'est gratuit, c'est pour YouTube, ça fait plaisir, c'est ma tournée. J'ai un commentaire aujourd'hui qui m'a inspiré l'épisode d'aujourd'hui. Un commentaire qui disait, donc sur l'immobilier, mais ça fonctionnerait avec n'importe quel investissement. C'était sous une vidéo. Ouais, c'était une vidéo où je parlais, je crois que c'était la vidéo qui s'intéresse, où je parle à un investisseur de 18 ans, tu vois. La vidéo, en gros, le thème de la vidéo, c'est comment investir quand on a 18 ans, quelles sont les bonnes pratiques, machin. Et souvent, les bonnes pratiques, hein, on les connaît, et souvent quand on débute, c'est quoi? C'est vivre en dessous de ses moyens, c'est réinvestir un maximum, c'est connaître la règle des 10%, etc. Et oui, voilà, tiens, je me rappelle précisément, c'est que je prenais un exemple sur l'immobilier, et un exemple à 10% de renta. Je disais, voilà, on pourrait acheter cet immeuble à 10%, ça fait ça. Et donc, il y a un commentaire, comme il y a toujours, et c'est peut-être ce que tu penses, donc on va en parler, qui disait, ouais, non mais Yann, je sais pas où tu trouves 10% dans l'immobilier, mais c'est mission impossible, moi je trouve pas 10%, etc. Ton exemple, il est flingué. Donc, d'accord. Donc, je réponds à ce commentaire, comme ça m'arrive parfois, et je dis, écoute, je sais pas toi, mais moi, perso, j'achète pas en dessous de 10% dans l'IMO, et si j'arrive pas à acheter à 10%, j'achète pas en fait. J'achète que des bonnes affaires. C'est débile d'acheter des affaires moyennes. Ce qu'on cherche, c'est des bonnes affaires. Donc oui, c'est difficile à trouver, mais voilà. Et donc le mec me répond. Ah franchement, moi j'y crois pas. Montre-moi une seule annonce où il y a un bien immobilier à 10%, j'aimerais bien voir ça. Et bien voilà le problème, cher ami. C'est que dans l'immobilier comme ailleurs, ce qu'on cherche, c'est justement la perle rare, la rareté. Ou non, tu trouveras jamais aucune annonce à 10% de rentabilité. Alors c'est clair que si c'est ce que tu cherches, en effet, continue à te promener sur le bon coin, tu trouveras jamais une annonce à 10% de rentabilité. Ou alors il va y avoir un très gros loup. Pourquoi? Parce que les biens immobiliers ne sont pas pricés à 10%. Les biens immobiliers sont pricés à 5%. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que globalement, hein, quand on est agent immo et qu'on est flemmard et qu'on vend un bien immobilier locatif, qu'est-ce qu'on fait? On fait une évaluation. Alors l'évaluation consiste à, par des matrices extrêmement compliquées, à déterminer le prix d'un bien. Très bien, ok. Sauf qu'en vrai, on fait pas ça. On dit ok, le bien il vaut tant, boum, 5% de rentabilité. Enfin non, le bien c'est celui-là. Si on le loue à 5%, boum, ça fait combien? Et voilà, et on price les biens sur un cap rate à peu près de 5%.
allez, on va dire faire une louche réaliste, entre 3 et 6% en France, suivant les villes, pour faire un râteau peut-être un petit peu plus large, même entre 1-2% pour vraiment les secteurs les plus tendus, jusqu'à aller, on va dire, vraiment d'aller chercher du 8 dans les bleds paumés. Ok? Donc, c'est comme ça que les biens sont pricés. Et à travers le monde, c'est pareil. Hein. Je veux dire, aux États-Unis, on va trouver du 3, du 4, du 5 en ce moment. Et à travers le monde, c'est toujours ça la fourchette, quoi. Hein. On peut trouver, oui, du 10 facial dans des pays en développement. Mais dans des pays développés et des zones développées, trouver du 10 facial, tu le trouveras jamais. Mais pourtant, c'est que ce qu'on veut acheter quand on est investisseur immobilier. Donc il y a un problème. En tout cas en France. Et en tout cas locatif. Donc là, il y a quand même un problème. Pourquoi? Alors pourquoi déjà on parle toujours du 10% là pour les débutants qui sont avec nous? Parce que 10% là comme ça à la louche, sans se faire chier à faire des calculs, etc., c'est qu'on est à peu près à l'autofinancement quand on fait un prêt sur 20 ans. On est soit à l'autofinancement, soit même en excédent, donc en situation de cash flow. Une fois qu'on a tout mis dans la bataille, hein, les impôts, les machins, tout calculé hein, en net. On est en situation soit d'équilibre, donc le locataire rembourse et ça me coûte rien, donc je fais du patrimoine gratuit, soit d'excédent de trésorerie, donc de cash flow, donc en plus je m'enrichis de façon mensuelle, ce qui est quand même la cerise sur le gâteau. Donc c'est pour ça qu'on cherche à peu près 10%. Et c'est souvent ce qu'on dit aux débutants parce que c'est assez simple, etc. Bon, moi je vais au-delà de ça, souvent j'explique quand même qu'on s'en fout de la rentabilité, on n'a même pas besoin de regarder ça, ça veut rien dire, ça sert juste à comparer les biens entre eux. Ce qui nous intéresse, moi, c'est le cash flow, c'est-à-dire que je fais directement les calculs de cash flow, calculs de rentabilité, j'en ai rien à taper. Mais bon, c'est pratique d'avoir ce 10% parce que c'est facile, voilà, ça nous donne un point de repère commun, ok? Mais oui, non, tu ne le trouveras jamais ce 10%. Les biens sont pas pricés comme ça, le marché fonctionne pas comme ça. Donc là, il y a quand même un problème dans l'énoncé. Les gens vont me dire, mais Yann, t'es complètement con. Pourquoi tu dis qu'il faut acheter du 10, mais tu dis que tu le trouveras jamais? Parce que tu le trouveras jamais de base. Maintenant, il y a deux grandes stratégies pour trouver du 10%. La première, c'est de négocier. Donc trouver un vendeur négociable, donc un deal un petit peu distress, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à la gorge, qui a besoin de vendre. T'arrives, boum, tu lui sauves la vie. Et là, tu peux négocier fort. Ou éventuellement, s'il y a des problèmes sur le bien, si voilà, un bien qui est négociable, un vendeur qui est négociable. Certains vendeurs sont pas du tout négociables. Ah, je te prends, t'as un appart, 16e Paris, dernier étage, magnifique terrasse, meilleure orientation, entrée à part, etc. Le bien d'exception, il n'existe pas. T'es innégociable, imbougeable. Ce vendeur-là, tu le négocieras pas. Oublie. Soit t'achètes au prix, soit t'achètes pas. Parce que, qu'est-ce que tu veux qu'il négocie? Il est en position de force. Par contre, il y a des vendeurs en position de faiblesse. Ces vendeurs sont négociables, tout simplement. Donc ça, c'est la première grande façon de faire. Négocier, trouver des vendeurs négociables. Et en effet, c'est difficile, c'est pas facile. Et encore une fois, on cherche à acheter de l'exception dans l'immobilier. Mais c'est comme en bourse. Je veux dire, en bourse, quand tu fais du stock picking, pas avec des stratégies très passives, d'acheter des ETF, etc., parce que là c'est encore autre chose, mais je veux dire quand tu fais du stock picking, ou en trading, quand tu prends un trade, ce que tu cherches c'est l'exception. C'est pas le truc machin basique, non, tu cherches d'avoir une exception. Donc tu te fais un peu chier à trouver pas justement le 2-3% machin de rendement classique, quoi. Bah, c'est la même chose là, c'est qu'on cherche l'exception. Donc première possibilité, le vendeur négociable. Deuxième possibilité, amélioration du bien, tout simplement. C'est-à-dire que quand je l'achète, en tout cas quand on me le présente, en effet il est pricé à 5%, parce que bah voilà, il est comme ça. Mais si je fais des travaux, je peux augmenter les loyers, ou je peux rajouter un appart, ou je peux créer un étage, ou je peux rajouter un bout qu'on n'a pas vu, ou j'ai un bonus caché, ou j'ai un bout de jardin, ou j'ai machin, ou j'ai truc. J'ai des possibilités d'améliorer le rendement, d'améliorer tout simplement les rentrées locatives, et donc, bah, mécaniquement, j'améliore la rentabilité. Et donc un truc qu'on m'a vendu à 5% via de l'amélioration, ou parfois de l'intelligence, hein, parfois régler des problèmes tout bêtes, hein, ou régler de la vacance locative, régler un arrêté de la salubrité, régler peu importe, bah, j'arrive à monter à 10%. Tout simplement. Donc soit en gros j'améliore le bien, soit je négocie le bien. C'est ces deux grandes stratégies là. Et ces deux grandes stratégies là, malheureusement les gars, j'ai une très mauvaise nouvelle pour tous les investisseurs immobiliers, notamment débutants qui viennent des cryptos, comme il y en a beaucoup en ce moment, parce que les gens ont quand même compris, tu vois. Et ça je suis quand même content et je vous salue à tous, bienvenue hein, sur cette chaîne et sur ce podcast. Que quand on avait fait de l'argent, et heureusement il y a des gens qui ont gagné de l'argent là sur le bull run, où tu as fait 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million et plus, pour certains, bravo à vous. Ces gens-là ont compris que cet argent, il fallait le diversifier, il fallait l'investir, et que notamment l'immobilier, c'était super bien. Donc il y a plein de gens là qui sont nouveaux, et qui n'ont pas conscience de ça, donc c'est important d'en parler. Et puis ça fait aussi un bon rappel pour les anciens. Donc,
pour tous ces gens-là, et pour les anciens, salut à vous, très bon rappel, l'immobilier ne se fait pas en démo. L'immobilier ne se fait pas sur Internet. L'immobilier, c'est pas les cryptos, hein, où tu fais ça dans ton garage, dans le garage de maman, avec un bol de céréales. L'immobilier, il faut sortir son derche sur le terrain, aller visiter, aller parler à des gens, aller régler des problèmes. Et en effet, c'est les deux stratégies dont on a parlé là. Bon, il y en a d'autres, hein, mais les deux principales stratégies pour augmenter la rentabilité, donc soit négocier le vendeur, soit améliorer le bien, bah, ça ne se passera jamais sur une annonce, sur Internet, ni même au téléphone. Ça se passera en visitant, faisant du réseau, parlant aux gens, négociant, des devis, etc. etc. C'est le seul moyen, c'est le seul fucking moyen. Donc, l'immobilier, oui, c'est chronophage. L'immobilier, oui, ça demande de mettre en place des choses. Mais ce qu'on cherche, c'est la putain d'exception. Vraiment, c'est ce qu'il faut comprendre. Ce qu'on cherche, c'est la putain de bonne affaire. En effet, 10%, waouh, c'est bien. On arrive à faire mieux. Et je le vois tout le temps. Et notamment dans nos accompagnements. Et notamment nous-mêmes. Je veux dire, du 12, du 15, du 16, du 18, du 20, du 25. Oui, on y arrive. Alors, bon, on arrive sur des stratégies qui sont quand même beaucoup plus lourdes. En effet, on va avoir des rénovations lourdes, voire même de la construction. Mais je veux dire, là, sur My Club Deal, on a des rentabilités à 15, à 18, à 16% sur des projets de construction. Et c'est même pas la rentabilité du projet, c'est la rentabilité qu'on sert aux investisseurs. Le mec qui a rien fait, qui est arrivé passif, etc. Donc tu vois, même là, sur Internet, pour le coup, et en démo, et ça a été possible. Bon là, c'est encore une exception, mais tu m'as compris. Et vraiment, il y a des histoires de partout, et peut-être que, je sais pas, les gens qui veulent pas le voir, le voient pas, ou le veulent pas le croire, mais j'ai déjà vu des biens à 50%, 60% de rentabilité. Mais sur des exceptions, en effet, c'est un bien sur 10 000, mais ça existe, ok ? Donc à partir du moment où on est d'accord sur le fait que ça existe, mais que certes c'est l'exception, bah on a compris que ce qu'on cherchait c'était l'exception. Ce qu'on cherchait c'était la perle rare. Et ce qu'on cherchait c'était la putain de bonne affaire. Et c'est tout, il faut l'accepter. Donc si on cherche la putain de bonne affaire, si on cherche les 0,1, 0,5, 1% des biens immobiliers en gros, à vue de nez, hein, en tout cas pour mon expérience personnelle, et bah, il faut se mettre en place une routine qui nous permet de les trouver. Et cette routine, c'est pas de faire de l'immobilier en démo, c'est pas de regarder des annonces sur le bon coin, c'est d'aller sur le terrain et c'est d'y consacrer du temps. Et il n'y a pas de repas gratuit. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible, et je comprends très bien quelqu'un qui va me dire « Yann, moi j'ai pas que ça à branler, ça m'a saoulé, je veux de l'investissement passif, je veux que ça ressemble à ce que je peux faire en bourse, ou en trading, ou en crypto, ou en private equity, j'ai pas envie de faire ça, je suis chef d'entreprise, j'ai pas le temps, je suis cadre, ou peu importe. » Je comprends. Mais à ce moment-là, il va falloir que tu acceptes de faire des concessions. Et en effet, tes rentabilités, tes investissements vont plutôt ressembler à des trucs clés en main, ou du Pinel, ou des trucs comme ça. Et forcément, les rentabilités vont s'en ressentir. Ou alors, si tu as un bon réseau et que tu as un peu de chance, comme sur myclubdeal.com par exemple, petit placement de produit, peut-être que tu arriveras à faire un petit peu mieux. Mais, tu vois, il y a même une ambulance qui est en train d'arriver pour soutenir mes propos. Il faut comprendre que l'urgence... c'est de comprendre, elle m'arrange bien cette ambulance. L'urgence, les gens ne vont pas la laisser passer. Hein. Il y a un énorme bus qui bloque. Bon, l'urgence, c'est quand même de comprendre que ce qu'on recherche est exceptionnel. Et tout simplement, attends, je vais m'éloigner un petit peu de cette ambulance là qu'on n'entende plus. Voilà. Ce qu'on recherche est exceptionnel. Donc il y a deux grands choix. Hein. Soit j'accepte que c'est exceptionnel et donc il n'y a pas de repas gratuit et donc je dois y consacrer du temps. Et là je fais de l'immobilier qu'on va appeler à haut rendement avec des stratégies soit de cash flow, soit d'excellente trésor. Et ça se comprend. Ou soit, à ce moment-là, et revoilà l'ambulance qui nous dépasse, ou soit à ce moment-là, bah, je ne veux pas y consacrer du temps et j'accepte d'être sur des plus basses rentabilités. Mais par contre, je parle à tous les gens qui veulent s'ouvrir l'esprit sur l'immobilier, qu'on peut appeler un peu vulgairement un haut rendement. Et les gars, il n'y aura pas de repas gratuit. Mais c'est comme pour être un bon investisseur en bourse, au bout d'un moment, faut y passer du temps, faut lire, faut se former. Pour être un bon trader, même avec des logiciels d'automatisation, etc., comme Aria, machin, il faut quand même passer un petit peu de temps, faire ses analyses, faire sa programmation. Comme pour être un investisseur qui a du succès en private equity, il faut faire des due diligence, il faut regarder, il faut parler à des gens, il faut se faire du réseau, il faut rentrer dans des cercles, etc., etc. Je veux dire, si tu savais le temps qu'on passe
en due diligence sur les projets qu'on peut proposer dans My Club Deal, les équipes qu'on a en place, sur les projets de promotion que je vais bientôt te montrer sur cette chaîne, qu'on peut faire aux États-Unis, au Canada, etc. C'est des projets qui sont très lourds, on parle d'années. Alors oui, à la sortie, il y a beaucoup de rentabilité. À la sortie, il y a beaucoup d'argent, là, il y a beaucoup de cash qui est créé. Et il faut que le jeu en vaille la chandelle. Après ça, c'est ton calcul d'opportunity cost, de savoir en face de quoi doit être ton temps. Et d'ailleurs, c'est la même chose avec ton immobilier. Même à petit niveau, hein, même tu te lances dans l'immobilier, bah fais-toi un calcul d'opportunity cost en disant est-ce que mon temps vaut, enfin oui, est-ce que ma rentabilité va valoir mon temps, quoi. Est-ce que ce que je vais mettre pour justement trouver cette exception, trouver cette perle rare, trouver cette putain de bonne affaire, va être ok. Par contre, il y a quand même un point que je veux mettre très important dans la balance pour tous les gens qui hésitent, qui ne sont pas encore passés à l'action sur l'immobilier, c'est que quand même l'immobilier et la classe d'actifs, il y a deux grands avantages à l'immobilier. Un, c'est la classe d'actifs historiquement la plus stable, c'est-à-dire que crise, pas crise, machin, ça tient, c'est fort, ça monte à long terme. Tous les gens les plus riches du monde de l'immobilier, tous les plus grands patrimoines sont forcément diversifiés en immobilier. Pourquoi ? Parce qu'en plus, c'est un super store of value, c'est-à-dire que demain, je te donne 50 millions, c'est dur à placer. Je veux dire, tu commences à avoir trop d'argent, tu vois. C'est prise de tête, tu te rappelles même plus où tu les as mis, il faut faire des tableaux Excel, etc. Donc, en mettre dans l'immobilier, et notamment, parce que dans l'immobilier, on peut acheter des très belles propriétés, très bien placées, ou des très beaux locaux commerciaux, des très beaux immeubles locatifs, peu importe, très bien placés, un peu plus premium pour le coup, mais qui vont garder très bien leur valeur, et qui vont aussi demander beaucoup d'argent. Ce que je veux dire... Mettre 50 millions dans l'immobilier, c'est très simple. Ça va pas prendre longtemps, hein, parce que de l'inventaire immobilier, il y en a beaucoup, des biens chers, il y en a beaucoup. Acheter un bien en plein Paris, bien placé, un bel immeuble, ben voilà, hein, tu peux le balancer ton 50 millions. Donc, c'est pour ça que les personnes les plus riches du monde ont tous de l'immobilier, parce que ça permet de placer beaucoup d'argent de façon très sûre, très sécurisée, parce que je reprends mon immeuble très bien placé, plein Paris, il peut y avoir le crack que tu veux, il va remonter très vite ou alors il va pas du tout baisser, parce qu'il sera forcément toujours demandé, parce que y a tout un écosystème, il y a toute une économie autour, hein, on va pas retourner à l'âge de pierre, hein, donc les gens auront toujours besoin de se loger, et la loi de l'offre et de la demande existera toujours, donc ça permet de placer beaucoup d'argent, de façon plutôt sécurisée, plutôt bien orientée dans le temps, avec un marché plutôt haussier, même s'il y a en effet des périodes de correction, bien sûr. Et surtout, deuxième point, ça permet du levier bancaire. Contrairement à plein de placements, ou en tout cas plein de placements quand tu es dans le début de ton parcours patrimonial, je pense à la bourse, où tu ne peux pas faire de levier au début, ou en tout cas très peu, ou en tout cas il faut faire gaffe de ne pas s'envoyer en l'air. Et voilà, le levier, il est plutôt dangereux au début de ton parcours en bourse que l'inverse. Je pense aux cryptos où c'est la même chose. Je pense à plein d'investissements finalement, même des investissements bon père de famille, même de l'investissement à l'ancienne, papa, maman, je sais pas moi, du livret, de l'assurance vie, etc. où c'est très dur de faire du levier. L'IMO te permet du levier. Et si je reprends l'exemple de mon immeuble à 50 millions, il va falloir de l'apport. Hein. T'achètes pas des immeubles à 50 millions sans apport. Mais avec si le truc est bien placé, il tourne, bon rendement locatif, etc., avec un 10, 15, 20 millions d'apport, tu vas pouvoir acheter ton immeuble à 50 millions. Voire même moins d'apport suivant ton patrimoine et ta situation. C'est toujours pareil, hein, ça va être toujours le même calcul pour la banque. Hein. Donc, tu vas pouvoir quand même prendre un levier qui devient de plus en plus important et de plus en plus intéressant. Et en plus, avoir un effet coffre-fort, plutôt bien orienté dans le temps, et qui résiste plutôt très bien aux crises. Donc c'est pour ça aussi que l'immobilier est une des classes d'actifs préférées du monde entier, et notamment l'investissement préféré des Français, parce qu'il est costaud. Après les conneries je parle de vrai investissement, hein, je parle pas des conneries de placement de livret A, etc. et d'assurance vie. Quoique on peut faire des belles choses en assurance vie, les CGP, je sais, vous allez toujours me faire chier à chaque fois que je dis ça, donc je vous dis bonjour. Donc ça, il faut le comprendre. Après, mes exemples, comme d'habitude, hein, sont toujours un petit peu extrêmes, mais je prends toujours des exemples extrêmes pour te faire comprendre les concepts. C'est sûr que si tu te lances, on parle plus de l'immeuble à 50 millions en plein Paris. Par contre, si tu te lances, théoriquement, ou si tu es au début de ton parcours patrimonial, tu n'as pas encore trop de cash. Donc forcément, tes poches, bourse, crypto, private equity, et toutes ces poches qui demandent du cash, et là où pour le coup, c'est
difficile, voire pas possible de faire du levier, il faut bien que tu ailles chercher du levier quelque part sur ton patrimoine. Donc bah, l'IMO s'annonce. L'IMO est là. Et donc tant qu'à faire de l'IMO, on l'a vu un petit peu plus tôt, on a deux grandes façons. Soit je vais chercher la pépite, soit je fais un petit peu comme tout le monde et j'accepte les rendements faibles. Bah, j'ai envie de te dire, à partir du moment où je vais faire du levier, c'est quand même bien d'aller chercher la pépite, parce que le levier fonctionne dans les deux sens. Hein. Le levier fonctionne pour me taper sur la tête si je fais les choses mal, ou pour m'aider justement à scaler les opérations si je fais les choses bien. Donc d'aller chercher du levier dans le bon sens, c'est quand même cool. Donc tu vois, quand on a tout mis l'un dans l'autre, bah, on comprend que il n'y a pas 50 000 solutions pour faire de l'immobilier correctement, et il n'y a pas non plus 50 000 raisons de ne pas faire d'immobilier. Quand même vachement plus de raisons de faire de l'immobilier que de ne pas en faire. Après, reste à trouver le curseur. Je sais que sur internet, tout le monde aime bien être toujours super extrême noir ou blanc. Ah oui, la meilleure solution, c'est le meublé. Ah, il faut faire de la coloc. Ah non, il faut faire du dropshipping. Ah non, la magie pour devenir riche, c'est le e-commerce. Ah non, la magie, c'est les crypto-monnaies, etc., etc. Ça, c'est du bullshit, hein, les copains. Justement, un patrimoine équilibré et quelqu'un qui s'enrichit, c'est quelqu'un qui a compris qu'il fallait tout faire. Et qu'il fallait justement prendre de l'expertise à tous les niveaux, quoi. Parfois, tiens, ça m'arrive aussi, j'apprends beaucoup de choses hein, avec les réactions que je reçois, les témoignages, les commentaires, etc., etc. Ça m'arrive très souvent de lire des choses genre... alors, c'est plus vrai maintenant, mais ça arrivait il y a quelques temps, quand je parlais beaucoup plus d'immobilier, et quasi exclusivement d'immobilier, où il fallait qu'on me mette dans une case. Donc c'était Yann Darwin, l'expert de la location meublée. Alors que, oui, j'ai pas mal parlé de location meublée, parce qu'en effet, et notamment encore plus à l'époque, c'était une niche fiscale vraiment très intéressante, ça l'est encore aujourd'hui, et il y avait des choses à savoir sur le meublé, et je pensais que ça intéressait les gens, et donc en effet, j'ai beaucoup parlé de meublé. Mais je parlais de plein d'autres choses, et je suis marchand de biens depuis toujours, et je parlais également de marchand de biens, etc. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, je vais te raconter une histoire juste après de comment j'ai acheté mon premier immeuble pour 490 €. Il fallait me mettre dans une case. Et Yann Darwin, c'est l'expert du meublé. Et puis, bah, t'avais un autre expert, c'était l'expert du machin. Et puis, t'avais un autre expert, c'était la coloc, etc. Alors que pas du tout. Et là, un petit peu plus tard, donc avec le temps, je me suis comment dire, débridé. J'ai accepté de parler d'autres choses parce que c'est ce que je fais moi et c'est ce qui fait un bon investisseur. Et au bout d'un moment, fuck, allez tout vous faire foutre si ça vous va pas que je parle d'autres classes d'actifs. J'en ai rien à taper. Il restera les gens que ça intéresse. Mais voilà, j'en ai eu marre de parler uniquement d'immobilier, donc je me suis mis à parler d'autres choses, comme tu le connais aujourd'hui. Et là, à ce moment-là, j'ai vu des commentaires genre « Ah, mais on peut pas être expert en tout, tu peux pas parler de tout, c'est pas vrai, autant dans l'immobilier, bon, ok, c'est bien, t'as une expertise, mais tu peux pas parler de bourse, et puis de crypto, et puis de machin, etc. » Mais à quel moment, les gars, on ne peut pas... Alors, on va redéfinir après le mot expert. En effet, on peut pas être expert en tout, ça c'est sûr, parce que être expert... c'est forcément avoir un niveau d'expertise qui induit être bien meilleur que la grande majorité des gens à l'échelle planétaire, genre, tu vois. Donc oui, être expert, il y a plusieurs niveaux pour moi. Il y a le niveau la masse, il y a le niveau débutant éclairé, il y a le niveau élevé, on va dire, avancé. Après, on a le niveau expert, on a le niveau génie, si tu veux, pour moi. C'est un peu ça, mes classements. Le niveau génie, on parle de dizaines de milliers d'heures d'application de la chose en question, du domaine duquel on parle. Donc, en effet, c'est sûr qu'il y a très peu de génie sur Terre, sur très peu de choses. Ensuite, expert, on parle plutôt en milliers d'heures d'application de la discipline. Il y a beaucoup plus de gens. Et puis après, les niveaux inférieurs, on va dire, c'est des gens qui sont plus ou moins intéressés. Mais tout ça, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je veux dire, est-ce que j'ai besoin d'être un génie dans un domaine ou un expert même dans un domaine pour réussir dans ce domaine-là? Est-ce que j'ai besoin d'être un expert ou un génie en analyse technique pour prendre quelques décisions grâce à l'analyse technique? Est-ce que j'ai besoin d'être un expert dans l'analyse fondamentale pour faire une analyse fondamentale? Est-ce que j'ai besoin d'être un expert en due diligence pour faire une due diligence? Est-ce que j'ai besoin d'être un expert en crypto pour poser de l'argent dans les putains de crypto? Non! Bordel! Et le problème, c'est qu'aujourd'hui,
avec le besoin de validation, etc., et tout ce dont on a parlé un petit peu plus tôt, on est parfois, pour certaines visions, personnes, dans une société où on doit forcément, et ça c'est l'école qui nous apprend ça, hein, voilà, travaille bien à l'école, tu auras un bon travail. On doit forcément avoir un domaine d'expertise, on doit avoir une vie où on fait ça, on doit être bon dans ça, et puis on ne peut pas être bon ailleurs. Genre un peintre, un mec qui peint très bien, tu vois, il y a des gens, ils ont des dons pour peindre, ils font des trucs genre, ils se réveillent le matin, ils peignent, c'est magnifique. Et un mec qui est bon en peinture ne peut pas être bon en musique. C'est comme si on disait ça. Moi je connais plein de gens, je suis désolé, ils dessinent bien, ils sont super bons en musique. Un mec qui a un bon, je sais pas moi, un bon réalisateur ne pourrait pas être un bon acteur. Alors, on connaît plein de gens qui sont et acteurs et réalisateurs et qui sont très bons. Tu vois? Parce que il faut forcément mettre les gens dans des cases. Donc fuck au bout d'un moment. Et là je te prends mon exemple, on s'en bat les couilles, mais je te parle de toi. À aucun moment tu dois te cantonner parce que tu peux pas être un expert partout, etc. On s'en fout. Ne sois pas un expert, sois pas un expert si tu as envie. Si tu veux être un expert, bah tu passes beaucoup plus de temps et tu apprends beaucoup plus de choses, et de fait, les gens te considéreront comme un expert parce que tu en sais beaucoup plus que les autres. Moi je m'en fous qu'on me considère comme un expert ou pas un expert. Il y a des gens qui vont me considérer comme un expert parce que j'en sais beaucoup plus qu'eux, et d'autres qui vont me dire bah il est nul parce qu'ils en savent beaucoup plus que moi. Très bien, super. Ça change rien à ma vie. Hein. Moi je m'en fous. Je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est de masteriser tous les domaines de l'investissement, parce que 1, c'est ce qui me passionne, 2, c'est là que j'ai des résultats, et notamment des résultats financiers, et c'est quand même vachement mon travail aujourd'hui, et une grande partie du travail de Green Bull, d'accompagner les gens, de créer des programmes de formation, de créer des groupes, de créer des cercles, de faire des investissements, de faire des club deals, et la chaîne YouTube, etc., enfin tout ce que tu peux connaître, et aussi tout ce que tu vois pas, parce que tu imagines que derrière il y a encore plein d'autres choses. Je veux dire, c'est mon quotidien. C'est et mon quotidien, et ma passion, et ce que je kiffe, et en plus, ce qui aide beaucoup de gens au jour le jour. Donc je le fais, je me pose pas de questions, et fais la même chose. C'est-à-dire, il n'y a rien qui t'empêche de venir des cryptos, d'aller vers l'IMO, de venir de l'IMO, d'aller vers le trading, d'avoir une partie trading, mais t'es pas très bon, bah tant pis, c'est pas grave, t'as qu'une petite partie, et tu vas t'améliorer au fil du temps, et d'un autre côté, tu fais beaucoup d'IMO. Ah, et puis tiens, moi je voulais faire du marchand de biens parce que ça m'intéresse, mais j'ai fait que du meublé, bah rien ne t'empêche, en fait, demain, d'apprendre, et de t'élever, et d'aller voir ce qui se passe derrière. On s'en fout de ces putains de conventions de qui est expert, qui est bon, qui est pas bon, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Merde! Au bout d'un moment, c'est ton argent, c'est ta responsabilité, c'est toi qui cliques sur le bouton, c'est toi qui appuies. Et quand tu vas réussir, de toute façon, tu auras toujours des gens jaloux, tu auras toujours des gens pour dire bravo, tu auras toujours des gens pour en avoir rien à foutre, tu auras toujours des gens pour cracher sur ce salaud de riche, tu auras toujours des gens pour pas comprendre ah, mais pourquoi vous faites ça, tu auras toujours des gens pour dire ah vous êtes géniaux, tu auras toujours des gens qui auront 10 ans d'avance sur toi qui diront ouais bah, c'était mignon mais t'as un enfant, et tu auras toujours des gens sur lesquels tu auras 10 ans d'avance pour qui tu seras un mentor. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui t'intéresse? À la fin de la journée, c'est toi, ta famille, tes proches, tes amis, éventuellement les gens sur lesquels tu peux avoir une influence. Je pense peut-être à des gens que tu peux mentorer, pour qui tu peux être un exemple. Je pense à des associations, à des non-profits pour lesquels dans lesquels tu peux adhérer ou pour lesquels tu peux faire des choses. Je pense éventuellement à tes salariés, tes collaborateurs si tu es chef d'entreprise. Voilà, tout ce qui est cercle proche et relativement proche, tu vois. Mais après, tout le reste des gens, la masse, les trucs, les machins, on s'en fout, putain, on s'en carre le fion. Et ce problème de regard des autres et de mise dans des cases, il est terrible aujourd'hui. Et il faut arriver à se détacher de ça. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est simple, d'autres pour qui c'est compliqué. Et il y a aussi des gens pour qui c'est inconscient. C'est l'exemple qu'on prenait juste avant. Ah oui, mais moi, l'immobilier, c'est pas pour moi parce que bah, je sais pas pourquoi en fait. C'est-à-dire que si au bout d'un moment, si tu atteins des niveaux de patrimoine que tu peux aller chercher avec autre chose, par exemple, il y a des gens qui sont chefs d'entreprise et ils disent voilà, moi, mon but là, je fais de la start-up, je vais vendre ma boîte et je vais faire mon argent comme ça. Très bien. Et je comprends très bien que cette personne-là me dise mais moi, j'ai pas le temps pour l'immobilier, etc. Ok, mais si tu te projettes dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, tu auras vendu ta boîte, tu auras eu du succès, bravo, félicitations. Il va falloir rediversifier. Et c'est pas là quand tu vas récupérer 2, 3, 5, 10, 30 millions d'euros qu'il va falloir faire des all-in comme tu as peut-être l'habitude de faire maintenant parce que ta start-up c'est ta vie, etc. Là, ce sera le moment d'être intelligent avec l'argent
et de faire de la diversification et notamment de l'immobilier. Alors peut-être qu'à ce niveau, et c'est l'avantage de la fuck you money, je t'en parle souvent de la fuck you money. La fuck you money, c'est tout simplement l'argent qui permet de dire fuck you, tu vois. C'est-à-dire que passer à un certain niveau d'argent qui va être différent, plus ou moins grand, suivant le sujet du fuck you, bah, va te permettre de dire fuck you. Je prends l'exemple de l'immobilier. Aller chercher du 10%, aller chercher de la putain de bonne affaire, ça fait vraiment du sens en début de parcours patrimonial. Et puis, je reprends l'exemple du mec qui a vendu sa start-up et qui a 30 millions. Aller chercher du 10%, du 12%, bon bah c'est bien s'il peut le trouver, et notamment quand tu commences à avoir un peu plus de réseau, etc. Et tu peux arriver dans des deals où tu peux le trouver, mais toujours est-il que le mec n'a pas envie de se faire chier. Il trouve un bien super patrimonial, super bien placé à Paris, plein centre, machin, comme on disait avant, à 3% de renta. Il peut se permettre de dire fuck you la rentabilité, j'achète mon 3% de renta parce que j'ai le cash, j'en ai rien tapé, je fais un apport, j'ai 30 millions, ça me permet de me diversifier, ça me permet de stocker mon cash, je fais du levier bancaire, oui je suis pas en situation d'autofinancement, ou alors oui je dois faire un apport conséquent pour y être, etc., où je devrais remettre de l'argent dans la bataille, mais fuck you, parce que j'ai un niveau de fuck you money suffisant pour me le permettre. Autre exemple, ton patron te fait chier, il t'insupporte, tu peux plus le blairer, etc. Tu veux quitter ton travail, c'est un calvaire, tu peux pas le faire. Par contre, demain, je te donne 100, 200, 300, 500 000 euros, ou l'apport qu'il te faut pour lancer ta boîte, ou je te structure, enfin, je te donne une échappatoire, et une échappatoire monétaire, par exemple, bah, tu vas dire fuck you. Voilà, c'est ça la fuck you money. Et plus t'en as, et plus tu peux dire fuck you sur un grand nombre de choses. Jusqu'à les exemples les plus dingues qu'on peut connaître, avec les Qataris qui font ouvrir en France, tu sais, on a tous vu ça dans les journaux, qui font ouvrir et privatiser des boutiques parce que ils ont tellement de fuck you money qu'ils disent fuck you, je vais être tout seul dans la boutique, on est dimanche, je vais pas le savoir, tu me l'ouvres. Et le pire, c'est que ça marche. Et je suis même pas en train de juger à dire regardez, tout leur argent, ils font ça, c'est pas bien, etc. Bon, c'est un petit peu bizarre. Moi perso, je pense pas que je le ferais parce que je trouve ça peut-être un petit peu bizarre. Je sais pas si dire que c'est pas respectueux, c'est vrai, parce que c'est pas une question de respect, parce que je veux dire, les gens qui ouvrent, ils veulent bien ouvrir, hein, parce que le patron du magasin, lui aussi, s'il a assez de fuck you money, il peut dire fuck you le Qatari, tu vois. Donc, c'est toujours un niveau de monétisation des choses, tu vois. Je veux dire, si le mec, il vient le dimanche pour ouvrir son magasin, parce qu'il sait que les Qataris vont lui faire son chiffre du mois, bon, bah, c'est aussi qu'il accepte de le faire, et tant mieux pour lui, tu vois, il va gagner beaucoup d'argent. Donc, tu vois, c'est l'argent a ce pouvoir. L'argent a ce pouvoir. Et dans le bon, et dans le pas bon, et dans le positif, et dans le négatif, l'argent est juste un multiplicateur, et on en a parlé plein de fois sur ce podcast. Si t'es con avec de l'argent, tu seras encore plus con. Si t'es intelligent, tu seras encore plus intelligent. Si tu donnes beaucoup, tu donneras encore plus. Si tu construis, tu construiras plus. Si tu investis dans l'immobilier, tu investiras plus dans l'immobilier. Si tu flambes, tu flamberas encore plus, etc., etc. L'argent est un multiplicateur. Ce qui est sûr, c'est que tu dois apprendre à l'aimer, tu dois apprendre à le garder, et tu dois apprendre à ce qu'il te brûle pas les doigts quand tu commences à en avoir. Parce que aimer l'argent, c'est le garder, c'est pas le dépenser. Et l'important, c'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu gardes. Tiens, je reviens là, sur ça vient de me revenir. Je t'ai dit que j'allais te raconter une anecdote. Ça, c'est pareil, c'est sur les trucs IMO. Tu vois, Yann, comment tu trouves des biens, comment tu trouves des trucs impossibles. Ouais, ok, c'est joli sur le papier. Mon premier immeuble, écoute-moi bien. Mon premier immeuble, je l'ai acheté 490 €. Je l'ai vendu 370 000 €. Mon premier immeuble, j'ai acheté 490 €. Je l'ai vendu 370 000 €, ok ? Je vais te raconter. Je sais que c'est complètement fou. Et tu vas me dire, non, Yann, t'as craqué ton slip. C'est pas possible. Alors, c'est pas... Oui, non, c'est pas possible. Il y a une histoire derrière. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est la réalité. Il y a plus de 10 ans maintenant, je me lance dans l'immobilier, comme tout le monde, j'apprends, je me forme, je saute partout, je les délivre, je vais en visite dans tous les sens. Et je suis très 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 motivé. Parce que j'ai toujours été très motivé sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur l'investissement, etc. Je suis passionné, quand je fais un truc, je le fais à fond. Donc j'y vais, je visite, je saute partout. Et puis à un moment, je visite un truc, un bien, et je rencontre un mec qui deviendra plus tard mon associé. J'en ai peut-être déjà parlé, tu as peut-être déjà entendu parler, mais là, cette histoire, je ne l'ai jamais racontée. Donc ce mec, je le rencontre, je visite un de ses immeubles, il y avait une coloc à l'intérieur, je lui fais une offre pour l'acheter, c'est trop cher, il veut pas négocier parce que fuck you money, il a pas besoin de négocier. Donc on joue au poker un petit peu, mais j'arrive pas à lui acheter son truc. Et puis je suis tellement, tu vois, chaud, motivé, déterminé, etc., que je lui plais bien, tu vois, je sais pas, on devient amis, quoi, on accroche ensemble.
Moi je le trouve cool, je m'en fais aussi un petit peu un mentor parce que bah, le mec est marchand de biens, le mec investit dans l'immobilier depuis longtemps, le mec gagne un petit peu d'argent, à l'époque je trouvais que c'était beaucoup, et voilà, je m'en fais un exemple, je me dis putain ce gars-là, il est plus vieux que moi en plus, j'aimerais vraiment devenir comme lui, etc. Donc on devient pote quoi. Et chemin faisant, bon ça va assez vite, tu vois, on s'envoie des emails, tu vois, des fois t'as le courant qui passe super bien quoi. Et il me dit écoute j'ai autre chose, bon ce que tu voulais acheter là tu peux pas l'acheter, je veux pas le vendre, et puis même j'hésite à le vendre parce que c'est vraiment une bonne affaire machin. Par contre j'ai autre chose, viens visiter. Donc je vais visiter, on se retrouve, on boit un café machin, on va visiter. Il me présente un immeuble, il me dit voilà ça c'est un immeuble que je suis en train de faire en marchand de biens, il m'appartient et je suis en train de le vendre à la découpe, et si tu veux j'ai 2 apparts à vendre, je pense qu'ils peuvent te correspondre, j'ai compris ce que tu voulais faire, j'ai compris que tu t'avais pas peur, tu pouvais mettre les mains dans le cambouis, j'ai compris que tu étais déterminé machin. Et j'ai compris que tu cherchais de la rentabilité. Tu comprends bien que la rentabilité, tu la trouveras pas à moins de faire des travaux. Là, il y a des travaux à faire. Donc j'imagine que dans cet immeuble, là, il y a 2 apparts pour toi qui peuvent être intéressants. Donc on y va, je visite. En effet, il y a 2 apparts qui sont intéressants, qui sont complètement à refaire. Il y en a un qui est en plus sous les combles, avec un espèce de... ce qui était un grenier à l'époque où tu peux faire un agrandissement, machin. C'était super sympa. Vraiment cool, tu vois. Donc je dis, vas-y, donc il m'aide à faire les calculs en plus, parce que plus avancé que moi dans l'immobilier, machin, on se met d'accord sur un prix, je lui achète, enfin je pars pour lui acheter, je vais pour lui acheter 2 des apparts de cet immeuble. Dans l'immeuble, il y avait, de mémoire, je pense qu'il y en avait 6, je crois. Ouais, 6, peut-être 7. Un délire comme ça, tu vois. Petit immeuble à Clermont-Ferrand. Et donc, voilà, on se met d'accord, on est trop content, machin, moi je me lance enfin dans l'IMO, je vais à la banque, tout content, donc j'étais fonctionnaire en plus à l'époque, toujours pompier, je vais à la banque, je dis voilà, bonjour madame la banquière, donc c'est en plus lui qui me recommande sa banquière, avec qui il travaille, qui connaît, enfin une des 2 banques avec qui il travaille beaucoup, notamment en marchand. J'y vais, voilà, convaincu, avec mon beau dossier, mon cash flow, mes travaux, mes 2 apparts, acheter un marchand de biens, qui est en plus connu de la banque, et je suis fonctionnaire. Et j'ai un peu d'argent de côté, pas non plus des masses, je sais pas combien j'ai... Je pense que j'ai quelque chose comme 10 000 euros de côté, 10, 12, 15 000 euros, pas plus de côté. Et la banquière me dit, eh bien, non. Pas du tout, non. Parce que je sais pas, parce qu'elle elle a pas du tout l'esprit investisseur, elle me trouve jeune, elle me trouve foufou, elle me trouve loin des réalités, elle trouve que pourtant j'ai des devis, etc. Mais bon, elle trouve que voilà, elle a des doutes, je pense, sur ma propension à faire des travaux. Et puis moi, avec le recul, je pense que j'y vais un petit peu comme un con, un peu trop sûr de moi, et donc je lui fais peur. Et donc elle me dit non. Donc là, je m'embrouille en plus un peu avec elle, parce que vraiment, je l'ai un peu mauvaise. Donc je m'embrouille avec cette banquière, à qui je fais je me rappelle plus de son nom, c'est dommage, à qui je fais un big up aujourd'hui, si elle voyait ce que je suis devenu. J'aimerais bien lui envoyer un relevé de compte carrément pour bien lui fermer sa gueule, mais toujours est-il que elle me refuse mon prêt. J'envoie un deuxième, pareil, en plus je suis un peu hors délai, etc. parce que je débute quoi, hein, donc j'attends d'avoir une réponse pour aller voir une autre banque, parce que je pense que je vais avoir le prêt, parce que je suis fonctionnaire, machin. Donc je perds du temps, je suis hors délai, ça commence à faire peur. Bon, mais ça va que le mec qui vend, donc là mon futur associé, qui n'était pas encore mon associé à l'époque, je ne savais pas que ça allait devenir mon associé, il me laisse du délai, etc. Et puis bon, encore refus de prêt, et là ça va plus. Donc j'aurais pu continuer à faire des banques, et je pense que j'aurais fini par avoir le prêt. Mais toujours est-il que je vais le voir. Je dis écoute Greg, j'arrive pas à avoir mes prêts, c'est vraiment compliqué. Il me dit bon, fais chier, je sais pas ce qu'on peut faire, mais on va trouver une solution. Moi je fais ok, bon, voilà, je suis vraiment, tu vois, ça me travaille. Bon, je continue à faire des visites, je lâche pas l'affaire, je continue à me projeter avec lui. Parfois je vais en visite avec lui sur d'autres trucs où il me dit bah tiens, c'est pas grave, viens avec moi. Moi je fais des visites en marchand de biens, tu vas m'aider, tu vas me donner ton avis, machin. Enfin vraiment on traîne ensemble quoi. Et à un moment, il me dit, quelques jours, semaines après, écoute Yann, vraiment, je pense que on peut faire quelque chose ensemble. Je pense que tu peux apporter des choses que j'ai pas. Tu as beaucoup de temps libre, parce que à l'époque, je travaillais en 24-48, donc je faisais 24 heures de garde chez les pompiers, j'avais 48 heures de repos.
Donc dans ces 48 heures-là, bah, je travaillais, je faisais des extras, je faisais plein de trucs, je faisais du black, je faisais des travaux, je faisais des extras dans un bar, etc. etc. Donc j'étais toujours très motivé pour faire de l'argent, pour me sortir les doigts du cul. Même quand j'avais pas dormi de la nuit, pendant ma garde, je dormais 2-3 heures le matin, je partais, etc. Donc il me dit, je pense que tu as des choses que tu peux m'apporter au niveau temps libre, au niveau travaux, parce que lui faisait pas du tout de travaux, pas du tout manuel. Au niveau visite, il voyait que j'avais du bagou même au niveau pour... Il me dit même tu pourrais vendre des trucs, machin, etc. Faire un peu l'agent immobilier, les visites, etc. Donc il me dit, ça te dirait pas qu'on s'associe et que bah, tu rentres dans une de mes boîtes de marchand de biens. Bah, je dis ouais, carrément, banco. Je suis très chaud. Et j'ai fini par... Et même sans pousser le truc, hein, et sans que l'idée vienne de moi. Il y a plusieurs choses qui sont dingues. 1, l'idée venait pas de moi. 2, j'ai pas poussé le truc. 3, je n'ai pas demandé. 4, je n'ai pas négocié. J'ai juste été motivé moi-même et j'ai eu de la chance. Et j'ai provoqué ma chance. Et le mec me dit, bah écoute, voilà, c'est très simple, là, cette boîte-là, donc tu sais, quand on est marchand, on fait souvent une entreprise par bien. Cette boîte-là, cette SPV qui détient l'immeuble pour lequel moi j'avais eu mes 2 apparts et le refus de prêt, donc qui détient la totalité de l'immeuble, tu vas rentrer là-dedans à 49,51. Moi je vais garder 51% des parts, tu vas en prendre 49%. Il y avait 1000 € de capital social, ça fait 490 € pour avoir les 49% des parts. Ça fait que j'ai versé 490 € et j'ai été propriétaire à 49% de l'entreprise, qui elle-même était propriétaire de l'immeuble à 100%, dans lequel j'étais censé acheter 2 appartements. Donc je me suis retrouvé à acheter 49% de cet immeuble, mais finalement être associé à quasiment 50% avec mon associé, qui est resté mon associé un certain nombre de temps, pour 490 €. Et on a revendu cet immeuble 370 000 €. Donc l'immeuble avait bien sûr été acheté au moyen d'un apport plus une ligne de crédit en marchand de biens, etc. Et à l'époque, il avait dû être payé avant que je rentre dans la société du coup. Il y avait une ligne de crédit de, je crois, j'ai plus les chiffres en tête, je pense aux alentours de 230 250 000 €. Donc une belle plus-value, en plus sur laquelle je suis dérisqué totalement, parce que certes je suis dans la société qui a la ligne de crédit à son nom, mais je veux dire la caution solidaire c'est pas moi, puisque j'étais pas là à l'époque, c'est mon associé à 100%, parce que quand t'es marchand de biens t'es caution solidaire, etc. Celui qui a fait l'apport c'est pas moi, enfin voilà. Donc je me suis retrouvé à acheter cet immeuble pour 490 €, à le revendre, à toucher de l'argent, puisque j'étais associé dans l'entreprise, puis ensuite on est resté associés ensemble, et après j'ai réinvesti, etc. avec lui, ça avait lancé la machine tout simplement, et j'ai continué l'immobilier, locatif, marchand de biens, etc. Et donc, ce premier immeuble a été acheté pour 490 €, en tout cas par mois. Même si, en vrai, non, il a été acheté plus cher. Mais c'est quand même dingue. Et ça m'est tombé dessus presque par hasard. Non, j'ai provoqué ma chance, j'ai beaucoup visité, j'ai été très motivé, j'ai finalement rien demandé. Je suis tombé sur quelqu'un de très généreux, avec plein de qualités, qui m'a appris beaucoup en plus dans ce métier-là. Mais je veux dire, ça peut arriver à tout le monde, quoi. Et c'est pas en plus une histoire isolée, hein. Là maintenant que j'enseigne beaucoup, j'ai beaucoup de retours de gens, de témoignages, je vois que ça arrive plein de fois. Des gens qui s'associent, gagnant-gagnant. Mais c'est pas parce que tu ne mets pas l'argent que tu ne mès pas autre chose. Et je veux dire, j'ai largement payé ma partie de l'association dans cette association. Parce qu'il y a eu beaucoup d'autres biens. On a dû faire une 50aine de lots ensemble en tout. Il y a eu énormément de travaux que j'ai fait seul. Il y a eu énormément de visites, il y a eu énormément de temps que j'ai mis en très grande partie. Et là où lui, sa partie, c'était plutôt la partie financière, la partie négociation bancaire, etc. etc. Et c'était OK. C'est-à-dire une association n'a pas nécessairement besoin d'être à 50-50 en termes d'argent. Elle peut être à 50-50 en termes de positivité et de comment dire, d'implication dans cette association. Mais l'argent peut être enfin, l'argent, c'est même pas qu'il peut être, c'est qu'il est une seule variable de l'équation. Le temps en est une autre, les travaux, parfois le réseau, tout simplement. Parfois, moi je vois des deals autour de moi qu'on appelle des bridges, où il y a une entreprise qui fait, bon, une entreprise ou un investisseur ou une SPV, un marchand de biens, peu importe, il y a à un moment quelqu'un qui a besoin d'argent, qui a besoin de ce qu'on appelle un bridge. Un bridge, c'est quoi? C'est un prêt très rapide d'argent. C'est-à-dire, voilà, là, il manque 300 000 € pendant un trimestre ou pendant 6 mois.
C'est-à-dire que voilà, il y a un truc qui doit se débloquer, un bien IMO, une opération de marchand, il manque 300 000, tu mets 300 000 et puis on va te les rendre dans 3 mois, dans 6 mois. Et pour ça, tu vas être parfois associé avec de l'equity, ou parfois on va te servir un taux d'intérêt, ou parfois les deux. Et on parle de taux d'intérêt qui sont importants parce qu'il faut sortir 300 000 en cash. Donc tu t'intéresses, enfin tu parles à des investisseurs, tout ça fonctionne vraiment par du réseau. Hein. Et là tu parles à des investisseurs sophistiqués de ton réseau, etc. Et on parle de taux d'intérêt qui sont à 15, 20, 30%, parfois plus. Et parfois tu vas prendre des 5-10% dans le projet, parfois plus aussi, alors que tu n'as rien fait à part apporter ta pierre à l'édifice de l'association, qui là pour le coup était le cash. Mais j'ai aussi vu des associations, et j'en ai vécu aussi, où la pierre à l'édifice de la personne c'était son expertise, justement, reparlons de l'expertise. Ou par exemple, je te prends un exemple fréquent dans l'immobilier, tu t'associes avec un architecte par exemple, ou avec un constructeur, où lui va gérer la partie architecture ou construction, et toi tu vas gérer la partie opérationnelle, et puis il y a un découpage qui se fait comme ça au niveau de la société, et puis il y a des différents apports qui se font, soit en nature, soit en argent, soit en industrie, etc. Donc ça c'est tout à fait possible, ok. Voilà, ça c'était quelque chose qui était... C'était une anecdote qui était intéressante, je pense, à connaître. Et pour ceux qui étaient là au BIF, que je salue, j'avais parlé sur scène de la monétisation de ses connaissances. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que tes connaissances, d'où l'importance de la formation, d'où l'importance de faire les choses à son échelle, valent de l'argent. Je prends un exemple très simple. Tu fais de l'immobilier, à haut rendement, tu cherches la perle rare, tu as du temps libre, ta vie correspond avec ça, ok ? Et admettons que tu es un investisseur où, voilà, toi, ta spécialité, c'est faire des studios. Et tu arrives à trouver sur ton secteur des studios à 10% de rentabilité plus. Voilà, tu trouves de bons investissements qui génèrent du cash flow. Tu fais des studios, voilà, tu en as fait 5, 10, 20, 30. Voilà, tu gères les studios, c'est bon, tu es en place, tu es le mec, tu es studio boy. Mais, étant donné que tu fais que des studios, que bon, tu t'endettes beaucoup, tu n'as pas trop de cash, etc., bon, c'est bien ce que tu fais, tu vois. Mais tu t'es pas non plus en train de faire des millions, quoi. Ok ? Mais là, ce que tu es en train de faire, ça vaut énormément d'argent. Tes connaissances, les process que tu mets en place, l'expérience que tu acquiers vaut potentiellement encore beaucoup plus d'argent et beaucoup plus riche que ce que tu en tires. Parce que oui, tu en tires déjà un complément de revenu, de l'argent, du patrimoine, c'est génial. Mais ça vaut beaucoup plus que ça. Parce que admettons que demain, et on le voit tous les jours, t'as des mecs qui disent voilà, moi j'ai de l'argent, j'ai du cash. Je reprends mon exemple du mec qui a vendu sa start-up. J'ai vendu ma start-up, 5 millions. J'ai 5 millions, je sais pas quoi en faire. Je te garantis que je reçois ça tout le temps. Yann, j'ai tant d'argent, je sais pas trop quoi en faire. Yann, j'ai 200 000, j'ai 500 000, je sais pas quoi en faire. Quelqu'un qui a de l'argent mais qui sait pas quoi en faire ou qui a pas le temps de faire le fameux immobilier dont on parlait, et quelqu'un qui a les connaissances mais qui a pas, oui, il est en train de scaler ses studios, mais bon, c'est pas non plus la fête du slip. Ces deux personnes se rencontrent. Il y en a un qui met son expertise et ce qu'il fait tous les jours, il continue à le faire. Et l'autre, il met, bram, un gros apport. 1, 2, 5 millions. Tu crois pas que ça va beaucoup plus vite ? Tu crois pas qu'on arrête de faire des studios, on fait des immeubles de studios ? Tu crois pas qu'on fait des constructions ? Tu crois pas qu'on recrute une équipe, on va plus loin, etc., etc. Si, bien sûr. Parce qu'on fait coïncider des choses ensemble. Et c'est que ça l'investissement. Et là, on est beaucoup en train de parler d'immobilier sur cet épisode, enfin un focus immobilier. Mais finalement, l'association au sens large, pas que dans l'immobilier, ça peut être du private, ça peut être de l'entrepreneuriat, ça peut être n'importe quoi. Ça fonctionne comme ça. C'est faire coïncider des expertises, des choses, des expertises, encore ce mot, des connaissances. Et des gens qui ont du temps, des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont des connaissances, des gens pour qui il en manque. Tout simplement. Et en fait, je reprends le fait de se mettre dans des cases, comme on disait en début d'épisode. Ah oui, mais moi, moi je fais que ça, et puis je peux pas faire ça, et puis la banque elle m'a bloqué parce que j'ai trop d'endettement, et puis moi non, j'investis pas dans l'immobilier parce que moi j'ai des cryptos, machin. Et en fait, se mettre ça comme cadre de référence, se mettre ça comme frontière auto-imposée, voilà, elles sont là, et puis si c'est toi qui te les automets, fini, t'en sortiras jamais. Alors que si tu n'as pas de frontières, ou en tout cas qu'elles sont beaucoup plus lointaines, et que tu acceptes le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un qui peut te proposer d'acheter un putain d'immeuble 490 €, ou qui peut te proposer de faire un apport pour t'aider à scaler ton business de studio, ou qui peut te proposer de t'associer parce que putain t'es en train de tout seul de faire le travail d'une conciergerie, tu t'en es pas rendu compte parce que tu fais de la courte durée, tiens pourquoi on ne montrait pas une conciergerie courte durée, etc., etc. C'est ça qui fera que tu vas t'étendre, tu vas t'expandre. Parce que finalement, il y a 6 grands niveaux. Okay, niveau 1, l'investisseur de base.
Enfin, même pas l'investisseur. Niveau 1, le mec de base, matrixé, métro boulot dodo. Niveau 1, travailler pour l'argent. Ok? Ma vie, c'est mon salaire. Ma vie, c'est mon travail. J'ai bien travaillé à l'école. J'ai fait des bonnes études. J'ai un bon travail. C'est bien. Level 1, travailler pour l'argent. 2, level 2, investir pour l'argent. C'est peut-être ton cas. J'ai compris. Je mets de l'argent de côté. Je vis en dessous de mes moyens. J'investis. Cet investissement, je suis conscient qu'il peut me rapporter de l'argent, plus ou moins suivant comment je gère. Mais toujours est-il que je ne travaille plus pour l'argent, mais j'investis pour l'argent. Ou je travaille encore en partie pour l'argent, mais j'investis aussi en plus pour l'argent. Donc il y a plusieurs niveaux, hein, puisque au bout d'un moment, hein, je peux investir pour l'argent et ne plus travailler, ou continuer à travailler, mais quand même être conscient et investir pour l'argent. Niveau 2. Niveau 3, je multiplie mes sources de revenus. Je me diversifie. Donc peut-être que je travaille encore pour l'argent ou pas. J'investis pour l'argent, ça j'ai compris. Mais en plus, je diversifie. J'ai un peu d'IMO, j'ai un peu de bourse, etc. etc. Donc j'ai compris qu'en plus, je pouvais diversifier mes sources de revenus. Et par mes investissements, en diversifiant mes investissements, mais aussi